اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Que Dieu, créateur de ce monde et de celui de l'au-delà, nous mette sur le chemin de la vérité, du pardon et de la réconciliation. Dans ce pays, la Guinée, nous avons connu, nous avons vu le procès des gangs. Nous avons vu le procès des mutins, le procès d'Alpha Condé opposant. Aujourd'hui, le procès des événements du 28 septembre. Que de crises majeures qui ont débouché sur des procès retentissants. Prions Dieu qui répande sa grâce sur la Guinée afin que ce pays se normalise enfin. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, distingués avocats de la partie civile et de la défense, si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas non plus pour disculper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer, ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui a endeuillé et qui endeuille des familles entières, un événement majeur de l'histoire de la Guinée, des événements du 28 septembre 2009. En effet, Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. Et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester, il n'y avait pas de manifestation, mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Kieboro. À l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Kieboro arrive, il est applaudi, il est acclamé par le petit groupe, ils n'étaient pas nombreux. Le colonel Kieboro essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là, que ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester, c'est un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer, ou en tout cas reporter la manifestation, mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes, disons que la discussion montait en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout, parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester, justement ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête, il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers et les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même. Parce qu'il y a eu des interpellations.
Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Mokhtar Ba de RFI. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. J'ai continué, personne ne m'a touché. Personne ne m'a frappé. Mais il y avait vraiment de la violence. Là aussi, c'était la panique. Donc, moi, je prends la direction de l'université et d'autres journalistes aussi prennent la direction de l'université, puisqu'entre-temps, les leaders politiques étaient réunis chez Jean-Marie Doré, qui était le porte-parole de l'opposition, disons des forces vives à l'époque. Et donc, nous avons pris la direction du stade, non pas du stade, mais de l'université, c'était dans le but d'aller chez Jean-Marie Doré et retrouver les leaders. Je n'arriverai pas chez Jean-Marie Doré, puisque je vais trouver les leaders politiques, les leaders des forces vives, stoppés par un cordon de policiers au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Si vous venez vers l'hôpital d'Onka, au niveau de la deuxième porte, il y a un petit carrefour, et après la Fondis, et donc, ils étaient bloqués là. Entre-temps, le colonel Keboro arrive. Il marchait. Mais accompagné de 2 pick-up, au moins, de 2 pick-up de la gendarmerie. Mais il marchait. Il n'était pas dans une voiture. Il marchait. Il vient, il trouve les leaders et les policiers. Une discussion s'engage entre lui et les leaders. Sidya Touré lui dit, il faut nous laisser aller au stade, dire à nos militants ce que nous pensons de la transition. Et puis après, ils n'ont pas de bâton, ils ne sont pas armés. Laissez-nous aller au stade, à l'esplanade précisément, c'était à l'esplanade. Il a parlé de l'esplanade. Laissez-nous aller à l'esplanade, nos militants ne sont pas armés, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de gourdin, ils n'ont pas d'armes. Nous allons leur dire ce que nous pensons de la transition et ils vont se disperser, ils vont partir. Le colonel lui dit non. Lorsque le président vous a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Sidya Touré lui dit, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. Mais je ne pouvais pas reporter parce qu'il était 1h. Le colonel, je reprends une extension, c'est bon, il dit, non, ce n'était pas 1h, j'étais assis à côté. Ce n'était pas 1h, j'étais assis à côté. Et d'autres leaders comme celui d'Alain Diallo et Mokhtar Diallo, des nouvelles forces démocratiques NFD, se sont aussi lancés dans la discussion. Elle était très douloureuse. Et finalement, je crois que le colonel a perdu son sang-froid parce que je l'ai entendu dire celui qui parle encore, permettez-moi de dire cette expression, je lui rentre dedans. Celui qui est mal élevé, moi, celui qui est mal élevé, mal éduqué, moi je suis bien éduqué. Que quelqu'un parle encore. Moi je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux responsables des partis politiques, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux doyens, aux grands frères. Sur cet entrefait, puisqu'il y avait une marée humaine qui avait déferlé de la banlieue et qui avait appris que les leaders étaient chez Jean-Marie Doré, la marée humaine s'est dirigée donc vers chez Jean-Marie Doré. La marée humaine a trouvé que les leaders se disputaient avec le colonel et le colonel a dit « Suivez-moi ». Il a dit aux leaders « Suivez-moi ». Le fait de dire « Suivez-moi », la marée humaine, les gens qui composent cette marée humaine ont pensé que le colonel voulait arrêter les leaders.
C'est en ce moment qu'ils ont commencé à lancer des projectiles sur les gendarmes. Parce qu'il était accompagné de gendarmes. Donc, ils ont commencé à lancer des projectiles. Lorsqu'il a dit « suivez-moi », les gens ont pensé qu'il voulait mettre en arrestation les leaders. Et ils ont dit, donc, ils ont lancé des jets de pierre. Les gendarmes ont évidemment riposté avec des gaz lacrymogènes. C'est la débandade, mais il y avait une marée tellement humaine, une marée tellement importante que les gendarmes ont fini par quitter les lieux. Je ne dis pas fuir, mais ils ont quitté les lieux, ils ont replié. Parce qu'ils pouvaient continuer de tirer, mais ils ont replié, parce que la masse était importante. Et donc, cette masse compacte de militants qui voulaient manifester, qui étaient venus de la banlieue, de toute la banlieue, et les leaders se sont dirigés vers le stade. Ils sont allés, ils sont rentrés au stade, ils ont pénétré là-dedans. Moi, lorsque j'arrivais, les leaders étaient déjà installés à la tribune. Quand je suis arrivé au niveau de l'esplanade, lorsque les jeunes m'ont vu, ils m'ont escorté. Je peux dire que je suis quelqu'un de chanceux, de vénard, puisque probablement que je suis l'une des rares personnes à être escortée en entrant au stade et en ressortant du stade. J'en viendrai. Donc les leaders m'ont escorté. Ils étaient contents d'apprendre, de savoir que le correspondant de la BBC est là et donc il va couvrir l'événement. Je vais avec les jeunes jusqu'au niveau de la pelouse. Au niveau de la pelouse, comme je vous l'ai dit, les leaders étaient déjà installés à la tribune. Mais ils n'avaient pas commencé à livrer leur discours, leur message. Les jeunes, au niveau de la pelouse, j'ai vu que les jeunes priaient, qu'ils chantaient l'hymne national de la Guinée. Il y en a qui priaient, il y en a qui chantaient, il y en a qui étaient installés. C'était vraiment une joie extrême pour les manifestants. Après, les leaders ne pouvaient pas réellement... il y en a qui ont tenté de faire un discours. Mais je vous dis sincèrement que voilà, personne ne pouvait entendre un discours prononcé par des leaders dans une ambiance indescriptible, dans un stade qui n'a pas de sonorisation. Il n'y avait pas de sonorisation. Aucune disposition n'avait été prise pour que les leaders... Et donc, il est presque 11h40. Puisque je devais passer en direct à la BBC, dans BBC Midi, je m'étais déjà entendu avec la rédaction de Londres que à 12h, je devais passer. Donc, vers 11h40, j'ai quitté la pelouse pour aller derrière la tribune couverte. Pour chercher un endroit calme, je me suis arrêté sous un cocotier. Et c'est là que j'attendais l'appel de la BBC. Malheureusement, jusqu'à 12h20, j'avais chronométré, jusqu'à 12h20, je n'ai pas reçu d'appel. La BBC n'a pas pu me joindre. Donc, je ne suis pas passé en direct. C'est à partir de 12h20, précisément, que j'ai commencé à entendre les premiers tirs. Et ça devait être des gaz lacrymogènes. Lorsque ça a commencé à tirer, j'ai entendu les jeunes crier. Mais ils ne criaient pas parce qu'ils avaient peur, en ce moment précis. Ils se disaient, certains d'entre eux disaient, non, ça c'est de la musique, on est habitué. C'est de la musique, on est habitué. Mais progressivement, les tirs se sont intensifiés. Et lorsque la garde présidentielle, les militaires de la garde ont fait irruption dans le stade, évidemment que les choses ont changé. C'est en ce moment que la débandade s'est installée puisque ça tirait dans tous les sens. Et j'ai vu maintenant des gens courir. Ça courait dans tous les sens. Ça sortait n'importe comment du stade. Il y avait une bousculade folle. Moi, je n'ai pas bougé de là où j'étais. J'étais arrêté sous le cocotier. Je n'ai pas bougé. Et dans cette ambiance de folie, où tout le monde a peur, où tout le monde se cherche,
C'était comme une battue dans un village. J'ai vu mon ami à distance, mon ami Mokhtar Ba de RFI, il courait aussi. Je l'ai interpellé. Il m'a entendu et il est venu vers moi. Il est venu me trouver. J'ai dit, nous, on ne court pas. Nous restons là. Nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas des manifestants. Lorsque les militaires vont venir, le pire qui peut nous arriver, c'est l'arrestation. Honnêtement, c'est ce que j'imaginais. C'était le pire qui pouvait nous arriver, c'était qu'on nous arrête. Donc nous restons là. Nous avons nos badges, je dis, nous avons nos badges, on va les exhiber lorsque les militaires vont venir. Entre-temps, il y a un jeune soldat qui arrive avec son fusil. Il était très menaçant. Il nous demande qu'est-ce qu'on fait là-bas. Nous lui disons, pardon, nous sommes des journalistes, correspondants de BBC et de RFI. Il n'en parlait pas plus pour qu'ils se déchaînent sur nous. Et qu'ils disent et qu'ils crient, c'est vous qui vendez la Guinée à l'étranger, c'est vous qui parlez mal de la Guinée à l'étranger. Je vous le jure, il a braqué alternativement son fusil sur moi et sur Mokhtar. Il nous a agenouillés au même moment. Il nous a agenouillés, Mokhtar et moi, au même moment. Parce qu'il était très menaçant et que la violence, la déferlante violente était terrible, indescriptible. Je n'ai jamais vu pareil. Monsieur le Président, lors du procès des gangs, le juge Doura Chérif, que Dieu ait son âme, a demandé à un des accusés, un des principaux accusés, Mathias, mais qu'est-ce que vous avez pour qu'on ne vous identifie pas quand vous faites des opérations, qu'on ne vous reconnaisse pas? Qu'est-ce que vous avez? Mathias regarde le juge et lui dit, Finkari, le fusil. Il dit, Monsieur le Président, quand nous arrivons sur un endroit, sur un lieu, lorsque nous commençons nos opérations, vous ne pouvez pas nous reconnaître. Vous ne pouvez pas nous regarder. Oui, lorsqu'un civil qui n'a que son micro et son bic est face à un militaire déchaîné, acharné, il ne peut pas résister. Nous n'avons pas résisté. On nous a agenouillés, on nous a même, je crois, demandé à mettre les mains au dos. Et c'est en ce moment que j'ai eu peur, Monsieur le juge, Monsieur le Président. Parce que là, à cet instant précis, j'ai pensé qu'il voulait nous exécuter. C'est entre-temps un militaire plus gradé que ce soldat est arrivé. Il est arrivé au bon moment parce que, je vous dis franchement, c'était très chaud pour nous. On suait, Mokhtar et moi, on suait à grosses gouttes. On était à terre, agenouillés. Personne d'entre nous ne pouvait résister. Lors des événements du 2 et 3 février 1996, permettez-moi de faire un peu d'histoire. Lorsque les mutins sont arrivés au niveau du ministère des Finances et de la Banque centrale et qu'ils ont déployé leur arsenal militaire et qu'ils ont visé à l'époque le palais, l'actuel palais Mohamed V, qu'on appelait bon, c'était pas le nom à l'époque, je ne trouve pas le terme, l'expression. Lorsqu'ils ont visé le palais, en tout cas le général Conté avait son bureau là-dedans, et qu'ils ont pilonné, ils ont bombardé le palais. Le général Lansana Conté, qui est militaire aguerri, qui fut un militaire aguerri, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie. Il était aussi dans les tranchées en Guinée-Bissau, avec les combattants du PAIGC.
quand il a compris que le rapport de force n'était pas le même, que sa garde était moins armée que les militaires, il a demandé à la garde de ne pas bouger, de ne pas riposter. Et c'est ce qui l'a sauvé. Il n'a pas riposté. Il est sorti comme ça, les mains à l'air. Il s'est fait capturer. Il a été conduit au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, un civil face à un militaire déchaîné ne peut pas résister. Lorsque ce militaire plus gradé que ce soldat qui nous avait agenouillés, Mouktar et moi, est arrivé, et c'est vraiment là le miracle de Dieu, cet officier que je ne connais pas, que je ne peux pas identifier, s'il est là aujourd'hui, je ne peux pas l'identifier, mais que je remercie vraiment, vivement, que je remercie de tout cœur, il a dit aux soldats, laisse-les, je les connais, ce sont des journalistes, nous étions ensemble à la baie. Heureusement que nous étions allés à la baie. Je me suis dit que si je n'avais pas été à la baie, la mort serait venue à moi. Je reviendrai plus loin sur la baie. Et donc, le militaire, le jeune soldat, il nous a laissés. Et j'ai dit à l'officier, mais j'ai dit pourtant, on lui avait dit que nous sommes des journalistes. Et l'officier réplique pour dire, oui, vous savez, comprenez-le, en pareille situation, c'est des choses qui peuvent arriver. Et l'officier en question a commis un policier qui portait la tenue de la police routière. C'était le seul que j'ai vu là-bas qui portait la tenue de la police routière. Et je me suis demandé qu'est-ce que lui aussi fait dans ce Capharnaüm. Mais même le militaire, l'officier qui nous a sauvés, notre sauveur, il était en train de tabasser, de violenter, de se jeter sur de pauvres jeunes manifestants. Alors qu'il savait qu'on était journaliste, c'est lui-même qui l'a dit, il nous a sauvés, mais il violentait aussi. Et donc le policier qu'il a commis à la tâche de nous escorter avait une branche en main, puisque la garde, les militaires étaient déployés sur tout le parcours qui menait à la grande sortie, au grand portail du stade. Le policier avait peur, c'est ce que j'ai compris. Oui, évidemment, en pareille situation, tout le monde a peur. Le policier n'était pas armé, et puis c'est un policier de la garde, ce n'était même pas un policier d'élite. Il avait peur aussi. Et il disait journaliste. À chaque mètre, journaliste.